À l'automne 1965, la guerre du Vietnam entrait dans une phase nouvelle et plus meurtrière. En mars, les premières troupes de combat américaines, 3500 Marines, avaient débarqué à Da Nang. Le président Lyndon Johnson, déterminé à empêcher la prise de contrôle communiste du Sud-Vietnam, augmentait régulièrement l'engagement américain. En novembre, 184 000 soldats américains étaient dans le pays. Les Nord-Vietnamiens répondirent de la même manière. Le général Von Nguyen Giap, le vainqueur de Dien Bien Phu, envoya des régiments entiers de l'armée populaire du Vietnam, l'ANV, le long de la piste Ho Chi Minh, vers les hauts plateaux du centre du Sud-Vietnam. Sa stratégie, couper le Sud-Vietnam en deux, atteindre la côte, faire s'effondrer le gouvernement. Le décor était planté pour la première bataille majeure entre les forces américaines et les réguliers nord-vietnamiens. Un test de doctrine, de tactique, de puissance de feu. Le résultat façonnerait toute la guerre. L'accumulation de forces dans les hauts plateaux du centre du Sud-Vietnam, un paysage accidenté de montagnes, de jungles et d'herbes à éléphants près de la frontière cambodgienne. La région est stratégique. Le contrôle des hauts plateaux signifie le contrôle des routes vers la côte et la capacité de couper le Sud-Vietnam en deux. En octobre 1965, les services de renseignement américains détectent 3 régiments de l'ANV à pleine puissance se déplaçant dans la province de Pleiku. Les 32e, 33e et 66e régiments du front B3 de l'armée nord-vietnamienne. Environ 6 000 soldats, bien entraînés, bien équipés, expérimentés, dont beaucoup avaient combattu les Français. Leur mission, attaquer le camp des forces spéciales américaines à Plei Me, attirer les forces de secours de l'ARVN, les tendre une embuscade et les détruire, puis attaquer la capitale provinciale de Pleiku. Le 19 octobre, le siège de Plei Me commence. Les forces de l'ANV encerclent le camp. De violents combats éclatent. Le camp tient, mais de justesse. Les communistes attendent la colonne de secours, le 23 octobre. Les forces de l'ARVN, soutenues par des hélicoptères américains et des conseillers, se feraient un chemin à travers de multiples embuscades pour secourir le camp. Le plan de l'ANV échoue partiellement. Ils se retirent vers l'ouest en direction du massif de Chupong et de la frontière cambodgienne. Les commandants américains voient une opportunité. L'ennemi est concentré, visible, vulnérable à la puissance de feu américaine. Le général de division Harry Kinard, commandant de la première division de cavalerie aéromobile, reçoit la mission. Trouver l'ennemi, le fixer, le détruire. La première division de cavalerie est un nouveau type d'unité. Les hélicoptères remplacent les camions et les véhicules blindés. 435 hélicoptères UH-1. Huey, de lourds Chinook, des hélicoptères de combat armés. La division peut déplacer des bataillons entiers par voie aérienne, les déposer n'importe où, les soutenir avec une puissance de feu sans précédent. Ce sera le premier test de la doctrine aéromobile contre une force ennemie conventionnelle. Soit cela fonctionne, soit cela échoue de manière catastrophique. Opération Silver Bayonet, le 3 novembre 1965. L'opération Silver Bayonet commence. La première division de cavalerie lance des opérations de recherche et de destruction à l'ouest de Plei Me, balayant vers la vallée de la rivière Iadrang et le massif de Chupong. Le Chupong, un complexe montagneux s'élevant à plus de 2000 pieds, s'étend jusqu'au Cambodge. Les camps de base de l'ANV se trouvent juste de l'autre côté de la frontière, hors d'atteinte en raison des restrictions politiques sur les opérations transfrontalières. Pendant 10 jours, les forces américaines fouillent la jungle. Les contacts sont légers, des escarmouches dispersées, l'ANV semble avoir disparu. La 3e brigade, première division de cavalerie, commandée par le colonel Thomas Brown, poursuit le ratissage. Brown donne au lieutenant-colonel Harold J. Moore, commandant du 1er bataillon 7e de cavalerie, une mission spécifique, fouiller la vallée de l'Iadrang à la base du Chupong. Les renseignements suggèrent que les forces de l'ANV utilisent de cette zone comme base de rassemblement. Le bataillon de Moore, premier du 7e de cavalerie, se compose de 450 hommes répartis en 4 compagnies de fusiliers, Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Et son indicatif d'appel, Gary Owen, d'après le quick-step irlandais traditionnel du régiment. C'est le même régiment, le 7e de cavalerie,
que George Armstrong Custer mena à la destruction à Little Bighorn en 1876. Le parallèle historique n'échappe à personne. Le 13 novembre, Moore effectue une reconnaissance aérienne au-dessus de la vallée de Liadrang. Il identifie une clairière à la base du Chupong adaptée à l'atterrissage d'hélicoptères. La zone est désignée zone d'atterrissage X-Ray. X-Ray se trouve dans une clairière à peu près de la taille d'un terrain de football, entourée d'une jungle épaisse et de hautes herbes à éléphants. Le massif de Chupong s'élève immédiatement à l'ouest. À l'insu de Moore, 3 régiments de l'ANV, les 32e, 33e et 66e, totalisant près de 2000 soldats, sont campés sur le Chupong à portée de frappe facile de X-Ray. L'ANV a observé les opérations d'hélicoptères américains. Ils préparent une réponse. Le 14 novembre, l'atterrissage, 6 heures. Le 14 novembre 1965, le bataillon de Moore se rassemble à la zone d'atterrissage Falcon, la base de rassemblement avancée. 16 hélicoptères UH-1 Huey. La capacité de transport transportera les troupes par vague vers X-Ray. Chaque hélicoptère transporte 8 à 10 hommes. Cela signifie qu'il faudra plusieurs voyages pour mettre tout le bataillon au sol, le moment le plus vulnérable de tout assaut aérien. La première vague atterrit avec des forces limitées, tandis que d'autres troupes sont encore en route. Si la zone d'atterrissage est chaude, les troupes initiales peuvent être submergées avant l'arrivée des renforts. Moore informe ses commandants. La compagnie Alpha, dirigée par le capitaine Ramon Nadal, entre en premier. Établir la sécurité autour de la zone d'atterrissage. La compagnie Bravo, capitaine John Herron, suit, puis la compagnie Charlie, capitaine Robert Edwards. La compagnie Delta, capitaine Louis Lefebvre, reste à Falcon en réserve. Moore entrera avec le premier transport. Les commandants dirigent de poche depuis le front, 10h40. La première vague de 16 huées traverse la rivière Liadrang en direction de X-Ray. Les mitrailleurs de porte scrutent la jungle en contrebas. Les pilotes descendent vers la clairière, pas de tir au sol. L'atterrissage semble froid. 10h48. Les hélicoptères touchent le sol. Moore et la compagnie Alpha sautent dehors. Les huées décollent immédiatement pour revenir chercher la vague suivante. 80 hommes sont au sol. Moore ordonne au capitaine Nadal d'envoyer des patrouilles dans la jungle environnante pour établir un périmètre défensif. Le deuxième peloton, dirigé par le sous-lieutenant Alan Devney, se déplace vers le nord en direction de la montagne. Le troisième peloton, sous les ordres du sous-lieutenant Walter Marm, pousse vers le nord-ouest. Le premier peloton, commandé par le sous-lieutenant Henry Herrick, avance vers le nord-est le long de la base du Chupong. Le périmètre s'étend, toujours aucun contact, les minutes passent, la deuxième vague atterrit. La compagnie Bravo arrive, la force du bataillon augmente. 11h20. Le premier peloton de la compagnie Alpha, avançant à travers des broussailles épaisses, tombe sur une équipe d'éclaireurs de l'ANV. Des tirs d'armes automatiques éclatent. L'escouade américaine de tête tombe. Plusieurs hommes touchés immédiatement. Le lieutenant Eric signale par radio. Contact. Troupes ennemies devant. Tir nourri. En quelques minutes, la situation explose. Des soldats de l'ANV surgissent au-dessus de la jungle. Le premier peloton est soudainement engagé par ce qui semble être une compagnie entière. Peut-être plus. Les hommes d'Eric ripostent désespérément, mais sont repoussés dans un groupe d'arbres sur la pente inférieure du Chupong. Ils sont coupés du reste de la compagnie Alpha. Moore réalise immédiatement ce qui se passe. Ce n'est pas une patrouille qui est tombée sur des Américains, c'est une réponse planifiée. L'ANV savait que les hélicoptères arrivaient. Ils ont observé l'atterrissage. Maintenant, ils attaquent en force pour submerger X-Ray avant que tout le bataillon ne puisse se rassembler. Moore ordonne à ses compagnies de former un périmètre défensif serré autour de la zone d'atterrissage. Un appui-feu d'artillerie est demandé. Artillerie à roquettes aériennes, des hélicoptères ARRA. Des hélicoptères de combat foncent vers X-Ray. La bataille de Liadrang a commencé. La tempête se déchaîne. À midi, la situation à X-Ray est critique. Le premier peloton, compagnie Alpha, 27 hommes, est encerclé à 500 mètres du périmètre principal. Des forces de l'ANV, estimées à 200 à 300 soldats, attaquent la position d'Eric, essayant de l'anéantir. Pendant ce temps, le périmètre principal de X-Ray subit un assaut violent de plusieurs directions. Des soldats de l'ANV, utilisant la couverture de la jungle et de l'herbe à éléphants,
avancent en éléments de la taille d'escouade et de peloton. Ils arrivent à quelques mètres des positions américaines avant d'ouvrir le feu. Des grenades explosent, les armes automatiques crépitent. Moore a environ 250 hommes au sol. D'autres arrivent à chaque vague d'hélicoptères, mais l'ANV essaie de détruire la zone d'atterrissage pour empêcher les renforts d'entrer. Le tir de mitrailleuse ennemie balaie la clairière. Des obus de mortier impactent près du point d'atterrissage. Malgré le feu, les huées continuent d'arriver. Les pilotes volent à travers le barrage, atterrissent, déposent les troupes, décollent. Certains hélicoptères sont touchés, l'un s'écrase, l'équipage est secouru. Les mitrailleurs de porte tirent continuellement, supprimant les positions ennemies. L'artillerie de la zone d'atterrissage Falcon, à 8 km, commence à pilonner la jungle autour de X-Ray. Des obusiers de 105 mm tirent mission après mission. Des obus explosifs s'écrasent dans la lisière de la forêt où l'ANV se masse. Les canons tirent à danger rapproché. Des obus impactant à moins de 100 mètres des positions américaines. 12h30. La situation devient désespérée. La compagnie Bravo, défendant le secteur sud du périmètre, est frappée par un assaut massif. Les troupes de l'ANV chargent en vagues humaines. Les hommes du capitaine Heron tiennent la ligne, mais les pertes s'accumulent. L'ennemi arrive à portée de grenades à main. Les combats sont face à face. Le deuxième peloton de la compagnie Bravo est presque submergé. Le sergent de peloton George Gonzalez voit des soldats de l'ANV percer. Il saisit une mitrailleuse M60, se tient à découvert, tire sur les assaillants à bout portant. Il est touché plusieurs fois, mais continue de tirer jusqu'à ce qu'il s'effondre. Mort. Son action arrête à la percée. L'artillerie augmente, les bases d'appui-feu martèlent la jungle. Des contrôleurs aériens avancés, face volant au-dessus, dirigement des frappes aériennes. Des A1 Skyraider, des F-100 Super Sabre, des F-4 Phantom hurlent en larguant du napalm, des bombes explosives en tirant des roquettes. La jungle explose en flammes. Pourtant, l'ANV continue d'arriver. Ils sont prêts à subir d'énormes pertes pour détruire les Américains avant qu'ils ne puissent se consolider. Ce n'est pas de la guérilla, c'est un combat conventionnel, régiment contre bataillon, le dernier combat d'Eric. À la position coupée, le premier peloton de la compagnie Alpha se bat pour sa survie. Les 27 hommes du lieutenant Eric sont encerclés sur 3 côtés, le dos contre la pente de la montagne. Les troupes de l'ANV attaquent à plusieurs reprises, essayant de les achever. Eric est touché à la hanche, gravement blessé. Le sergent Clyde Savage prend le commandement. Le peloton forme un cercle défensif serré. Les munitions s'épuisent, les victimes s'accumulent. Morts et blessés gisent ensemble dans un petit périmètre, ne dépassant pas 30 mètres de diamètre. Moore veut désespérément les atteindre, mais ne peut pas. Chaque tentative de se frayer un chemin entraîne plus de pertes. La force de l'ANV entre le peloton coupé et le périmètre principal est trop forte. Des renforts de la compagnie Bravo tentent d'avancer, mais sont arrêtés par un feu nourri. En milieu d'après-midi, sur les 27 hommes du peloton d'Eric, 8 sont morts, 12 blessés. Seuls 7 restent aptes au combat. Ils tiennent bon, espérant des secours. Le tir d'artillerie est ajusté pour atterrir aussi près que possible de leur position sans les toucher. Les obus impactent à 50 mètres, supprimant les attaquants de l'ANV. Des frappes aériennes arrivent. Des bidons de napalm tombent dans le ciel, explosant en murs de flammes qui incinèrent tout dans un rayon de 100 mètres. La chaleur est si intense que même les Américains à 500 mètres la ressentent. Pourtant, le peloton d'Eric ne peut être atteint. 15 heures. Plus de troupes de l'ANV rejoignent la bataille. Le 33e régiment, frais du Cambodge, entre dans le combat. Le périmètre de Moore fait maintenant face à 2 régiments complets de l'ANV, peut-être 3000 soldats contre ses 450. Le seul avantage, la puissance de feu américaine. Les batteries d'artillerie tirent continuellement. La dépense de munitions est stupéfiante. Des hélicoptères ravitaillent les canons aussi vite qu'ils tirent, les tubes rougeoient. Les équipages versent de l'eau dessus pour éviter la déformation. Les frappes aériennes s'intensifient. Tous les avions disponibles au Sud-Vietnam sont détournés vers X-Ray. Des chasseurs tactiques, des bombardiers moyens, des hélicoptères d'attaque pilonnent la jungle. Le bruit est assourdissant. Les explosions se chevauchent continuellement. Une fumée noire s'élève à des milliers de pieds. La nuit tombe.
17 heures. Le coucher du soleil approche. Le moment le plus dangereux. Les combats de nuit favorisent l'ANV. Ils sont entraînés pour cela. Ils possèdent l'obscurité. Les forces américaines dépendent de l'artillerie et du soutien aérien, tous deux dégradés dans l'obscurité. Moore sait que si l'ANV lance un assaut nocturne majeur, X-Ray pourrait être submergé. La compagnie Delta, la réserve, arrive par hélicoptère juste avant le crépuscule. Les hommes du capitaine Lefebvre renforcent le périmètre. Moore a maintenant son bataillon complet au sol, moins les pertes, environ 350 soldats aptes au combat. Le peloton coupé de Herrick continue de tenir. Le sergent Savage garde ses hommes ensemble. Il chuchote. Pas de mouvement, pas de lumière. Des soldats de l'ANV sont assez proches pour entendre. Les Américains gisent parmi leurs morts et leurs blessés, silencieux, attendant l'aube. Moore ordonne que son périmètre soit resserré en un cercle défensif. Chaque homme creuse. Des mitrailleuses Itsuo sont positionnées pour créer des champs de tir entrecroisés. Des mines Claymore sont placées face à la jungle. L'artillerie coordonne des tirs défensifs. Des barrages préplanifiés qui peuvent être appelés instantanément si l'ANV attaque. Il demande des missions d'éclairage. Tout au long de la nuit, l'artillerie tire des obus éclairants. Des fusées éclairantes à parachute descendent lentement, baignant le champ de bataille d'une lumière blanche dure qui crée des ombres dansantes. Chaque fusée dure 3 à 5 minutes. De nouvelles sont tirées avant que les anciennes ne s'éteignent. La nuit ne devient jamais complètement noire. 18h30, obscurité totale. L'ANV sonde le périmètre. De petits groupes avancent en rampant, testant les défenses américaines, cherchant des points faibles. Ils sont accueillis par des tirs de fusil, des rafales de mitrailleuses, des grenades. Des corps s'accumulent dans l'herbe à éléphants. 22h. L'assaut principal arrive. Les forces de l'ANV attaquent depuis l'ouest et le sud-ouest en force de compagnie. Des clairons sonnent. Des sifflets retentissent. Des centaines de soldats chargent à travers l'obscurité vers les positions américaines. Les tirs défensifs sont dévastateurs. Les mines Claymore détonnent, fauchant des escouades entières avec des billes d'acier. Les mitrailleuses M60 tirent de longues rafales. Des traceurs arquent dans la jungle. Les fusiliers tirent sur les éclairs de bouche. Des obus d'artillerie explosent à travers la zone de mise à mort. Le bruit est apocalyptique. L'attaque est brisée avant d'atteindre les trous de combat. Des corps de l'ANV jonchent le sol, mais d'autres arrivent. Une deuxième vague, une troisième. Les communistes sont déterminés à percer. Ils acceptent des pertes qui briseraient n'importe quelle force occidentale. La dépense de munitions américaines est massive. Les mitrailleurs brûlent bande après bande. Les fusiliers tirent des chargeurs aussi vite qu'ils peuvent recharger. Moore demande un ravitaillement d'urgence. Des hélicoptères bravent le feu au sol pour larguer des conteneurs de munitions sur la zone d'atterrissage. Les troupes sortent en courant, saisissent les conteneurs, les ramènent aux positions de combat. Minuit. Les assauts continuent, mais avec moins d'intensité. L'ANV est épuisée. Ils ont perdu des centaines d'hommes contre le périmètre. La puissance de feu américaine, en particulier l'artillerie tirant des missions à danger rapproché, a brisé chaque attaque. Des corps entourent le périmètre, certains à 10 mètres des trous de combat. À la position d'Herrick, l'ANV fait une dernière tentative pour anéantir le peloton coupé. Le sergent Savage et ses hommes restants les repoussent. Un Américain est tué, plusieurs autres blessés. Ils sont à court d'eau, à court de nourriture, presque à court de munitions, mais ils tiennent. L'aube, le 15 novembre. Musique, 6 heures. Première lueur. Le champ de bataille est visible. La fumée dérive à travers X-ray. L'odeur de cordite, de jungle brûlée. La mort flotte dans l'air. Des corps, principalement de l'ANV, sont éparpillés partout. Moore ordonne immédiatement à la compagnie Alpha de percer jusqu'au peloton d'Herrick. Cette fois, avec plus de troupes et en plein jour, ils réussissent. Les hommes du capitaine Nadal se frayant un chemin à travers une légère résistance et atteignent la position à 9 heures. Sur les 27 hommes d'origine, 9 sont morts, 13 blessés. 5 sont sortis indemnes, mais tous sont en état de choc. Ils ont tenu pendant 22 heures, encerclés par un bataillon de l'ANV.
Le secours du peloton d'Eric ne met pas fin à la bataille. Les forces de l'ANV continuent de tenir des positions autour de X-Ray. Le bataillon de Moore a été renforcé. Le 2e bataillon, 7e de cavalerie, commandé par le lieutenant-colonel Robert McDade, et 2 compagnies du 2e bataillon, 5e de cavalerie, arrivent par hélicoptère. La force américaine à X-Ray dépasse maintenant 900 hommes. La bataille bascule, avec une puissance de feu écrasante. Les Américains passent à l'offensive. Les compagnies balaient depuis le périmètre, repoussant les forces de l'ANV vers le Chupong. Les frappes aériennes augmentent. Des bombardiers B-52 volant depuis Guam délivrent des missions Arclight. Chaque avion larguant 27 000 kg de bombes sur les positions ennemies sur les pentes de la montagne. La destruction est immense. Les arbres sont déracinés. Musique. Des cratères de 10 mètres de diamètre marquent le paysage. Des compagnies entières de l'ANV cessent d'exister, enterrées dans des bunkers effondrés ou déchiquetées par des ondes de choc. En milieu d'après-midi, le 15 novembre, la résistance de l'ANV autour de X-Ray s'effondre. Les forces ennemies se retirent vers le Cambodge. Le champ de bataille appartient aux Américains. Le 16 novembre, le bataillon de Moore reçoit l'ordre de se déplacer vers la zone d'atterrissage Columbus pour l'extraction. Le 2e bataillon, 7e de cavalerie, restera pour sécuriser X-Ray. La 1re division de cavalerie a remporté la bataille. Bilan final à X-Ray. Forces américaines, 79 tués, 121 blessés. Force de l'ANV, estimée à 634 tués par comptage de corps, avec des pertes totales probablement supérieures à 1000. Les Américains ont tenu la zone d'atterrissage, infligé des pertes bien plus lourdes, prouvé que les tactiques d'assaut aérien par hélicoptère combinées à une puissance de feu massive pouvaient vaincre les réguliers de l'ANV dans un combat conventionnel. Cela semblait être une victoire, mais la bataille n'était pas terminée. La zone d'atterrissage Albany, l'embuscade. Le 17 novembre 1965, le 2e bataillon du lieutenant-colonel Robert McDade, 7e de cavalerie, reçoit l'ordre de marcher par voie terrestre de X-Ray à la zone d'atterrissage Albany, à 2,5 km au nord. Albany sera leur point d'extraction. Le bataillon de McDade, 450 hommes, forme une colonne et commence à se déplacer à travers la jungle. La marche est lente, difficile, végétation épaisse, herbe à éléphant plus haute qu'un homme. La visibilité est limitée à quelques mètres. Le bataillon se déplace en formation standard, la compagnie Alpha mène. Le peloton de reconnaissance assure la sécurité avant, la compagnie Charlie suit Alpha. La compagnie Delta vient ensuite, la compagnie Bravo à l'arrière, les éléments du quartier général au milieu. À l'insu de McDade, le 8e bataillon du 66e régiment de l'ANV, environ 250 soldats, longe la colonne américaine. Le commandant de l'ANV observe, attend le moment parfait, il veut les Américains dans la pire position possible. 13 heures, les éléments de tête du bataillon de McDade atteignent la zone d'atterrissage Albany. La compagnie Alpha et le peloton de reconnaissance commencent à sécuriser la zone d'atterrissage. Le corps principal du bataillon est étiré en une longue colonne à travers la jungle, répartie sur plusieurs centaines de mètres. Les compagnies sont mélangées. Le commandement et le contrôle sont difficiles. C'est le moment. 13h15, l'ANV déclenche l'embuscade. Au signal, 250 soldats de l'ANV se lèvent de position dissimulée et attaquent directement au milieu de la colonne américaine à bout portant. Les soldats des deux côtés sont à portée de bras. La jungle explose en coups de feu. L'embuscade est dévastatrice. Américains et ANV sont mélangés dans un combat brutal au corps à corps. Tirs de fusil à 5 mètres de distance, grenades lancées dans des groupes d'hommes, baïonnettes, outils de terrassement utilisés comme armes. Chaos. La colonne se désintègre. De petits groupes d'Américains forment des îlots défensifs, mais sont séparés les uns des autres. Les communications s'effondrent, les radios sont perdues, les officiers sont tués dans les premières minutes, les pelotons sont sans chef, les compagnies ne peuvent pas se coordonner. La compagnie Charlie, au centre de la colonne, subit le pire. Le capitaine Henry Tucker est tué presque immédiatement. L'officier exécutif de la compagnie est tué.
Tous les chefs de peloton sont tués ou blessés en quelques minutes. La compagnie Charlie cesse d'exister en tant qu'unité cohérente. Des soldats de l'ANV se déplacent à travers les hautes herbes, chassant les Américains isolés. Ils tirent avec des AK-47 en automatique complet dans des groupes blottis derrière des troncs tombés. Des grenades propulsées par fusée explosent parmi les blessés. Le massacre est systématique. Les survivants se souviennent du son. Cris, coups de feu, explosions se chevauchant tout en un bruit continu. L'odeur du sang et de la poudre. L'herbe à éléphant si épaisse que vous ne pouvez pas voir l'homme à côté de vous se faire tirer dessus. Certaines unités américaines maintiennent leur cohésion. Le sergent de première classe, Robert Gemerson, rassemble les survivants de la compagnie Charlie. Il organise une position défensive. Le capitaine Joel Sugdinis, commandant de la compagnie Delta, maintient son unité soudée et la garde au combat. De petits groupes d'hommes, des sergents et des lieutenants créent des poches de résistance. Mais pendant 2 heures, la zone d'atterrissage Albany est un enfer. Les forces de l'armée nord-vietnamienne contrôlent la majeure partie du champ de bataille. Elles attaquent systématiquement les positions américaines une par une. L'artillerie ne peut pas aider. Les 2 forces sont si imbriquées que le soutien de feu tuerait des Américains. Les frappes aériennes sont inefficaces pour la même raison. L'avantage de la puissance de feu américaine est neutralisé par les combats rapprochés, seulement des armes légères, des grenades, du désespoir. 15 heures, la compagnie Alpha, qui a atteint la zone d'atterrissage avant l'embuscade, organise une opération de secours. Le capitaine Joel Sugdinis, menant ce qui reste de la compagnie Delta, se bat en direction du site de l'embuscade. Ils rencontrent une résistance féroce. La progression se mesure en mètres. À la zone d'atterrissage Columbus, les unités de la première cavalerie apprennent sur le désastre d'Albany. Des hélicoptères sont mobilisés. Le premier bataillon du 5e régiment de cavalerie est transporté par air vers Albany pour renforcer. Ils atterrissent sous le feu. La zone d'atterrissage est toujours contestée. À 17 heures, les renforts américains stabilisent enfin la situation. L'armée nord-vietnamienne, ayant elle-même subi des pertes importantes et faisant face à des troupes américaines fraîches, commence à se retirer. Ils se fondent dans la jungle, quittant le champ de bataille. La nuit tombe. Les forces américaines établissent un périmètre défensif. Les médecins travaillent dans l'obscurité, soignant les blessés. Le décompte est sinistre. 18 novembre. L'aube révèle toute l'horreur, des corps partout. Américains et nord-vietnamiens mélangés. L'herbe à éléphant est piétinée, imbibée de sang. L'équipement est éparpillé, des armes gisent abandonnées. Perte finale pour le 2e bataillon du 7e régiment de cavalerie à la zone d'atterrissage Albany. 155 tués, 124 blessés. Plus de la moitié du bataillon. Certaines compagnies sont presque anéanties. Compagnie Charlie. 42 tués sur 90 hommes. Perte de l'armée nord-vietnamienne estimée à 403 tués selon le décompte des corps. La zone d'atterrissage Albany est l'action unique la plus meurtrière pour les forces américaines dans toute la campagne de la Drang. Un quasi-désastre. Seul le courage des chefs de petites unités et l'arrivée de renforts ont empêché l'anéantissement complet. Les conséquences. 20 novembre. L'opération Silver Bayonet se termine officiellement. La division de la première cavalerie retourne à la base d'An Kay. La bataille de la Drang est terminée. Les 2 camps revendiquent la victoire. Chacun a partiellement raison. Les Américains ont atteint leurs objectifs. Ils ont trouvé l'ennemi, l'ont fixé en place, l'ont détruit avec une puissance de feu supérieure. À la zone d'atterrissage X-Ray, le bataillon de Moore a vaincu 2 régiments de l'armée nord-vietnamienne, infligé des pertes massives, tenu le champ de bataille. Le concept aéromobile a fonctionné. Les assauts par hélicoptère, le renforcement rapide, le soutien de feu écrasant se sont révélés efficaces contre les forces conventionnelles de l'armée nord-vietnamienne. Mais la zone d'atterrissage Albany a exposé les dangers. Quand les forces de l'armée nord-vietnamienne se sont rapprochées à l'intérieur de l'avantage de puissance de feu américain, jusqu'à la portée du corps à corps, le résultat a été catastrophique. L'embuscade a démontré que les forces américaines, bien que supérieures en puissance de feu, étaient vulnérables aux attaques rapprochées qui neutralisaient cet avantage. Total des pertes américaines pour la campagne de la IA Drang. 305 tués, 524 blessés.
total des pertes de l'armée nord-vietnamienne estimé à 3553, bien que ce nombre soit contesté. Les décomptes de corps étaient souvent exagérés. Les pertes réelles peuvent être inférieures. Le ratio de pertes favorisait les Américains d'environ 10 contre 1. Le général Westmoreland et les commandants américains y ont vu la preuve que leur stratégie d'attrition fonctionnerait, tuer suffisamment de troupes ennemies, et finalement le Nord-Vietnam manquerait d'hommes et abandonnerait. Cette évaluation était erronée. Le général Giap a tiré des leçons différentes. L'armée nord-vietnamienne pouvait tenir et combattre les Américains dans une bataille conventionnelle. Elle pouvait infliger des pertes importantes. Plus important encore, la volonté politique américaine de supporter les pertes était limitée. Le temps favorisait les communistes. Ils pouvaient remplacer les pertes. Ils accepteraient tôt des pertes que les Américains n'accepteraient pas. La Ia Drang a établi le modèle pour le reste de la guerre, de grandes opérations américaines, de lourdes pertes ennemies, des résultats non concluants. Les Américains gagneraient la plupart des batailles tactiquement, mais n'obtiendraient jamais de victoire stratégique. La guerre est devenue une impasse épuisante, mesurée en décompte de corps. Pour les soldats individuels, la Ia Drang a été à la fois une victoire et un traumatisme. Ils avaient affronté un ennemi déterminé et avaient prévalu grâce au courage et à la puissance de feu. Mais ils avaient aussi vu des amis mourir dans l'herbe à éléphants, entendu des cris dans l'obscurité, compté des coups qui les hanteraient à jamais. Le lieutenant-colonel Hal Moore et le correspondant de guerre Joe Galloway, qui étaient à X-Ray tout au long de la bataille, ont plus tard coécrit « Nous étions soldats autrefois et jeunes », le récit définitif de la Ia Drang. Le livre capture l'héroïsme, l'horreur et la complexité de la première grande bataille entre les forces américaines et nord-vietnamiennes. La bataille a prouvé que les hélicoptères et la puissance de feu fonctionnaient. Elle a prouvé que les soldats américains pouvaient combattre et gagner contre les réguliers de l'armée nord-vietnamienne. Elle a prouvé que la victoire au Vietnam ne serait ni facile ni bon marché. Ce qui a commencé le 14 novembre 1965 dans une clairière à la base du massif de Chu Pong s'est terminé avec les deux camps plus déterminés à continuer la guerre. Les Américains parce qu'ils croyaient pouvoir gagner grâce à une puissance de feu et une technologie supérieure. Les Nord-Vietnamiens parce qu'ils croyaient pouvoir durer plus longtemps que la volonté américaine de se battre. Les deux avaient raison, les deux avaient tort, et la guerre continuerait pendant 10 ans de plus.